une petite dizaine d'entrepreneurs supplémentaires, mais vu que c'est le 11 juillet, on s'y est pris, a pris un petit peu tard, mais c'est pas grave. On va pouvoir leur partager, on va leur partager le webinaire directement. Donc, je vais partager des slides qu'on a fait juste pour vous. Hop, partager. Si ça va bien marcher. Allez. C'est parti. Hop. Ouais, c'est bon. Hop, je vais mettre en plein écran pour moi. Hop. Vous voyez bien? Oui, c'est bon. C'est bon pour vous? Parfait. Ok. C'est bon. Donc en fait, ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui, c'est on a été pas mal sollicité sur des leviers de croissance et notamment deux. On était parti pour en faire 5 au début. On nous a dit non, faites un focus sur deux leviers principaux. Donc c'est ce qu'on va exposer aujourd'hui. C'est les principaux leviers qu'on a pu voir soit en atelier, donc avec des personnes d'entre vous ou d'autres entrepreneurs. Et donc ces deux leviers qu'on voulait voir avec vous, c'était en gros un modèle de revenu prévisible et une exécution implacable. C'était deux leviers qui sont essentiels à la croissance de l'entreprise. Et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Donc, on va le faire sous forme d'exemples hyper concrets qu'on expliquera un peu plus en détail tout à l'heure. Donc, pour ceux qui nous connaissent, il n'y a pas de sujet, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc on est deux chez Think10X. Karim, je te laisse te présenter en quelques mots. Je pense que le micro est coupé, non? Je pense, Karim. C'est en mute peut-être. Oui, pardon, je suis en mute. Ouais. Je disais bonjour à tous, moi c'est Karim. Donc effectivement, ça fait plus de 20 ans que je suis dans la vente et plus spécifiquement chez les éditeurs de logiciels, donc en tant que commercial, puis CRO et directeur commercial. Donc moi j'ai vécu de l'intérieur plus de 150 millions d'euros de levée de fonds, donc avec tout ce que ça peut engendrer en positif et en négatif. Et je suis plutôt expert dans tout ce qui est intégration des systèmes de vente et de business. Et pour moi, donc en fait, moi j'ai levé 70 millions de dollars avec différents venture capital et des corporates. Et donc voilà, on a connu une hyper croissance avec ma précédente startup qui s'appelait FinalCAD. C'est une solution SaaS dans le secteur de la construction. Et on a vécu toutes ces étapes de haut vertigineux et de bas abyssaux. Donc on a connu vraiment toutes ces étapes-là. Et aujourd'hui, on les partage avec Karim, qui était CRO chez FinalCAD également. On les partage et on en fait des ateliers hyper concrets pour les entrepreneurs et pour éviter des erreurs que nous, on avait pu faire à l'époque et d'activer les bons leviers aux bons endroits quand c'est nécessaire. Et donc, on a une vision hyper complémentaire où moi, c'est plutôt la vision et l'impact, alors que Karim, c'est le plan et l'exécution. Et souvent, c'est les deux, c'est cette complémentarité qui fait que on arrive à aider de manière très efficace les entrepreneurs. Et voilà. Donc, ce qu'on va aujourd'hui expliquer, c'est un petit peu la méthode, en gros, qui a permis d'aider les entrepreneurs aujourd'hui à structurer leur croissance et à doubler leurs revenus pour certains d'entre eux et surtout reprendre le contrôle de leur entreprise, donc qu'ils soient en levée de fonds ou pas. C'est plutôt, on peut stagner, on sent qu'on a des points de blocage, et on a l'impression qu'on perd le contrôle, et voilà, on essaie de redonner les bonnes clés pour ça. Et pareil, lorsqu'on fait une levée de fonds, on a des investisseurs qui rentrent au capital et on a une perte de contrôle aussi. Et il y a des manières de reprendre ce contrôle par des effets de levier et une méthodologie. Et c'est ce qu'on partage aujourd'hui et lors de nos ateliers. Et voilà. Et ce qu'on a compris avec les dizaines de boîtes qu'on a pu accompagner après moi, ma sortie de chez FinalCAD et Karim qui m'a rejoint, c'est que en fait la croissance sans structure, c'est une impasse. Qu'on soit une toute petite équipe ou une très grosse équipe, il n'y a pas de croissance sans structure, même minime.
Et pareil pour l'exécution sans vision. Et d'ailleurs, la vision, c'est un vrai sujet. La plupart des entrepreneurs qu'on accompagne aujourd'hui, on recommence souvent par cette notion de vision parce que on peut leur poser la question quelle est ta vision? Ah, j'ai changé 10 fois, hein, ou alors je la connais pas très bien. J'aimerais mieux la définir. Et en fait, c'est la base, le socle vraiment clé pour pouvoir enchaîner les étapes d'après de structuration. Donc, tout commence par là. Donc, 2 sujets. La croissance sans structure, c'est vraiment pour le coup une impasse. Et l'exécution sans vision, ben, on se disperse et on ne va pas plus loin que ça. Et du coup, ce qu'on propose aujourd'hui, donc ce webinaire, c'est donc pour ceux qui souhaitent, donc il y en a avec qui qu'on a déjà accompagné, mais ceux qu'on n'a pas encore accompagnés, on fait un audit sur les leviers qu'on pourrait activer pour rendre l'entreprise en recroissance ou en forte croissance. Et on va vous partager également un e-book qu'on a pris pas mal de temps à faire avec Karim sur les 5 stratégies. Donc aujourd'hui, on en voit 2. Et il y en a 3 autres qu'on pourra, où on pourra refaire un webinaire. Mais en tout cas, on va vous partager cette expérience à travers un e-book. Donc, juste à l'issue de ça, on vous enverra l'e-book. Karim. Oui, donc le constat souvent, c'est que vous avez peut-être une équipe qui est à bout de souffle, hein, ou tout simplement si vous êtes solo entrepreneur, vous courez un peu dans tous les sens, donc c'est quelquefois un petit peu difficile d'être sur tous les fronts, d'essayer de scaler, d'essayer de faire de la croissance, d'essayer d'aller chercher des clients, de faire de la compta, de l'admin. Donc en plus, là, on arrive à la période estivale, donc je pense qu'on a tous bien travaillé en 2025. Donc c'est peut-être un des constats, c'est d'être un peu à bout de souffle. C'est aussi des constats qu'on peut regarder, c'est des revenus qui peuvent être irréguliers, donc on n'arrive pas trop à prédire ce qui va tomber dans les prochains mois. Donc on a des bons coups, des coups un peu moyens, donc c'est toujours un peu difficile et surtout stressant quand on doit payer les factures. Et puis, on peut avoir aussi une impression de pédaler sans avancer, ou alors tout simplement de subir la croissance. Donc, on a aussi des clients, hein, qui nous disent, bah là, j'arrive à un point où ça rentre bien dans la besace, les affaires, mais du coup, on n'est pas structuré pour les absorber, on n'est pas structuré pour avancer. Donc, du coup, ça nous fait peur pour la suite. Donc, il peut y avoir vraiment deux versions, hein. C'est soit j'arrive pas à déplacer ce plafond de verre, soit je sens qu'il arrive et j'ai besoin de me structurer pour avancer. Ça peut être aussi des enjeux autour de j'ai besoin de lever, mais bon, ça c'est d'autres sujets qu'on fera sûrement dans d'autres webinaires, mais lever sans être préparé, sans être structuré, peut aussi être très compliqué pour la suite de la croissance. Et ouais, en fait, souvent, c'est pas une question d'ambition, mais vous l'avez sans doute remarqué, parce que l'ambition en tant qu'entrepreneur, on l'a tous, on a tous, voilà, on est tous surboostés, mais c'est vraiment un problème de scalabilité et de process. Vous allez voir, c'est deux briques qui sont essentielles pour qu'on arrive à rentrer dans une dynamique de croissance et d'hypercroissance sans se disperser. C'est vraiment, vraiment essentiel. Et donc, ce qui marche, ce qui ne marche plus, ou ce qu'on disait que ce qui marchait, ce qui ne marche pas, c'est ajouter des outils sans stratégie. Donc ça, souvent, on est des spécialistes, surtout dans les entrepreneurs de la tech au sens large. On prend tout un tas d'outils, mais on n'en a pas la stratégie. Et c'est-à-dire que on va l'utiliser parce qu'on trouve ça cool, mais on va l'utiliser juste à titre perso dans notre coin. On ne va pas le partager avec les autres collaborateurs. Donc, il faut vraiment avoir une synergie d'équipe lorsqu'on prend des outils. Pareil, on veut faire de l'acquisition sans avoir même structuré l'offre. Donc ça, c'est hyper, c'est assez grave parce que on va perdre un temps fou à tester tout un tas de canaux d'acquisition et au final, l'offre, elle n'a pas été bien designée. Et en fait, on voit vraiment que quand on trouve la bonne offre, forcément, les canaux d'acquisition, ils se dessinent vraiment de manière très limpide. Et recruter sans process clair. Donc moi-même, hein, j'ai fait des erreurs, notamment sans structurer. Et tout a pivoté lorsqu'on on a structuré ces processus-là parce qu'on se dit, tiens, on va recruter, cette personne, elle a l'air performante. Et en fait, on se rend compte au bout de 2-3 mois que ça le fait pas. Donc, on a passé une énergie folle à essayer de recruter des gens qu'on pensait bons, alors qu'avec un peu de process et un peu un peu de process, bah, ça change tout. Et les recrutements sont bien, bien meilleurs parce que souvent, un mauvais recrutement coûte extrêmement cher à l'entrepreneur et il faut éviter ça.
Et donc, ce qu'on dit, oui, c'est pas de croissance durable sans modèle scalable puis système d'exécution. Donc, c'est ce qu'on répète. Donc, les deux leviers parmi les 5, c'est vraiment les 2 sujets qu'on va aborder aujourd'hui. C'est une conviction forte pour nous parce qu'en fait, le problème, c'est que aujourd'hui, le coût d'acquisition, donc comme le CAC, comme on appelle, souvent, ça coûte extrêmement cher. Ça prend vachement d'énergie et on dépend souvent trop d'un canal d'acquisition. Il y a une ben voilà, dans le commerce, dans le business, il y a des nouvelles méthodes d'acquisition, etc. Et souvent, on n'en dépend que d'un. Et ça, c'est le pire des cas, c'est de dire ça marche, mais ça marche un moment, alors qu'il faut s'adapter assez souvent. Et en tout cas, dans les 2 cas, on n'arrive pas à le rendre scalable, c'est-à-dire et trouver le bon équilibre entre la techno et l'humain pour rendre l'entreprise scalable. Donc, on est plutôt dans un schéma traditionnel et ça, il faut absolument essayer d'en sortir le plus vite possible, surtout dans la tech au sens large. Et pour ça, on va vous partager aujourd'hui 2 frameworks. Donc, le premier, celui que je vais vous présenter, c'est le modèle de revenu scalable. Donc, il y a 4 notions. Donc, on les a segmentés en 4. Je vais vous le présenter et après, je vais vous présenter ce que nous, on a fait dans ma précédente startup. Donc, concrètement, donc le premier levier, c'est l'acquisition. Donc là, l'idée, c'est vraiment de générer des leads sans effort humain. Donc, c'est vraiment le premier, le début de canal. Donc là, il y a plein d'exemples concrets, du SEO, des ads en fonction des secteurs évidemment, des partenariats ou du product-led. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec cette notion-là, mais j'y reviendrai juste derrière. C'est une manière de faire de l'acquisition purement marketing et ça a un énorme levier de croissance, mais ça demande à se structurer. Nous, on a mis du temps à le faire, par exemple, dans la précédente boîte, mais une fois que c'est bien structuré, là, pour le coup, l'acquisition, elle est énorme. Ensuite, le deuxième levier, c'est la monétisation. Donc, toujours chercher à vendre mieux en augmentant la marge. Donc là, il y a plein de manières de le faire. Donc, évidemment, ce qu'on disait, c'est des offres un peu plus premium ou du pricing dynamique, c'est-à-dire inclure déjà des upsells, donc des briques à vendre en plus dans le plan d'offre et créer un chemin pour augmenter son panier moyen. Voilà, le levier expansion, donc faire acheter plus souvent aux clients. Ça, pareil, ça s'écrit, ça se rédige. Et OK, on a nos briques. Maintenant, comment on va réussir à le vendre, comment on va augmenter notre panier moyen auprès de notre client, comment on va faire du cross-sell. Donc, du cross-sell, c'est soit je vais aller chercher d'autres poches budgétaires dans mon compte client, donc dans l'IT, dans les RH, il y a toujours des poches budgétaires en plus à aller chercher. Ou alors, une autre verticale métier en disant, ben, là, j'ai ma verticale parce que ça correspond à mon persona. N'empêche que mon persona, il est peut-être dans une autre verticale métier parce que j'adresse un grand groupe du CAC 40 ou un grand groupe au sens général qui est séparé en verticaux métiers. Et donc, je peux aller ailleurs. Et donc, tout ça, ça s'écrit. Et c'est comme ça qu'on va réussir à faire un peu de rétention dans le compte. Et le dernier point, le point hyper important, c'est la récurrence. Donc, comment on arrive à devenir prévisible avec des modèles type donc ARR, MRR, c'est quoi? C'est du revenu récurrent, donc soit mensuel et ça donne de l'annuel. Et il faut aller chercher ça. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas que dans la tech, en fait, de la récurrence, c'est dans les salles de sport, ils vendent un abonnement, c'est du récurrent. Quand je vais dans d'autres secteurs, on a, même dans des boulangeries, on peut avoir de la récurrence. Il faut aller chercher systématiquement cette notion-là qui permet de respirer un peu dans la boîte et surtout d'être prédictible. Qu'on fasse une levée de fonds ou pas, c'est une notion hyper importante. Il y a aussi une notion de valorisation d'entreprise, mais j'y reviendrai dans l'exemple juste après, d'ailleurs maintenant. Final K, donc je vais vous donner sur les 4 leviers ce que moi j'ai pu faire vraiment à titre personnel dans l'une de mes boîtes où j'ai fait faire à d'autres boîtes aussi. Mais au niveau acquisition, donc générer des leads sans effort humain, donc on a mis des choses en place. Donc product-led, donc je vous ai donné la notion tout à l'heure, c'est la capacité à faire de l'acquisition de leads en réfléchissant, en disant, bah voilà, je vais éviter toute dépendance à l'humain ou quoi, c'est 100% marketing et produit. Donc tout vient du produit. Et du coup, voilà, on commence à construire une vraie base de données de leads
qu'on travaille au fur et à mesure dans les offres et plus ça devient mature, plus on arrive à convertir rapidement. Donc, soit on est full product led, donc là, on est vraiment de la gestion des leads jusqu'à la conversion du client purement par le produit. Et ça, c'est la beauté, c'est ce que peut faire un mid-journée, par exemple, où on génère autant de photos qu'on veut. Et du coup, on se dit, ah, c'est super, j'ai testé, maintenant, je vais me prendre un abonnement. Et voilà, ChatGPT, c'est pareil. C'est vraiment du full product led, ils n'ont pas besoin de commerciaux. Il y a pas mal de modèles aussi, notamment nous, on avait un mixte entre product led et sales led. C'est-à-dire que on commençait de l'acquisition, on commençait à avoir du lead via le produit et progressivement, en fonction de l'usage, il y avait une mécanique de prospection donc téléphonique, donc un humain qui appelle et qui convertit le prospect en client. Donc ça, c'est une super manière de faire de l'acquisition en masse. Ensuite, il y a aussi un autre levier qu'on a pu opérer, c'est les ventes indirectes. Donc ça, c'est vraiment super. En gros, c'est aller faire des partenariats donc technologiques. Par exemple, on sait qu'on correspond à une brique technique d'une offre plus importante. Et ben, on va essayer de trouver un partenariat. On va dire, bah, tiens, moi, je sais que toi, tu n'as pas cette brique technique. Moi, je l'ai. Donc, je te propose que tu la revendes via tes commerciaux. Donc, on a un effet de levier immédiat parce que les autres commerciaux vont vendre notre solution. Et inversement, on peut dire à ce grand groupe, ben, écoute, moi aussi, mes commerciaux vont vendre. Donc, c'est vraiment un deal win-win. Ça se gère en règle générale que par de la commission, donc du 20-80. Et c'est ça qui est hyper vertueux, c'est que ça ne vous coûte pas un centime à part, évidemment, former les équipes commerciales, mais c'est des deux côtés. Et là, vous avez une force de frappe juste monumentale, un effet de levier de dingue à pas cher. Voilà. Donc ça marche concrètement. Donc on l'a fait pour des partenariats technologiques, on l'a fait aussi pour pour tester des marchés internationaux. Donc je l'ai beaucoup fait en Amérique latine, en Corée, au Japon et à Singapour et même en Espagne. En gros, on trouvait des partenaires qui nous ressemblaient et on y vendait, donc qui étaient payés principalement à la commission. Et du coup, effet de levier, ça permet de tester un marché à moindre coût. Et eux, ils sont extrêmement engagés parce qu'ils sont payés à la commission. Et ça nous a permis de démarrer un pays, de le tester, de se dire, OK, là, on peut investir vachement plus, on en crée une filiale, etc., etc. Et ça fait de l'expansion internationale à moindre coût et c'est hyper efficace. Ensuite, le deuxième levier, c'est la monétisation. Donc, un modèle qui marche bien dans le secteur de la tech, mais on peut le rendre encore plus large que ça, c'est le freemium. Et donc, du coup, équilibrer les efforts sales et marketing. Donc, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure avec le Product Lab, mais on va rentrer par du gratuit. Surtout qu'aujourd'hui, on a vraiment l'habitude, avec toutes les technos IA ou quoi, à se générer de la propre valeur gratuitement avant de souscrire à l'application. Donc, ça, c'est hyper fort. Par contre, ça demande au produit d'être en capacité de le faire. C'est-à-dire que on va donner accès à 100% de la plateforme, des fonctionnalités, et on va les limiter. On va les limiter en termes de frustration. Donc, qu'est-ce qui va faire que la personne va passer du free à la première offre payante, et etc., etc. Et donc, par exemple, moi, j'avais un client qui me disait, bah, tiens, qui vendait de la compta en ligne. Il me disait, bah, nous, notre offre free, en fait, elle était à 50 factures. Et en fait, les gens restent sur du gratuit. Et donc, bah, je lui dis, bah, du coup, ton niveau de frustration, c'est qu'ils étaient largement satisfaits avec les 50 factures qu'ils pouvaient générer par mois. Bah, essaye de réduire à 25 pour créer cette frustration. Comme ça, ils vont se dire, ah mince, du coup, il faut que je passe à l'offre payante parce que l'offre payante, en plus, elle apporte vachement plus de valeur avec d'autres fonctionnalités très riches. Et donc, voilà, la difficulté, c'est de trouver les bonnes frustrations et tout en donnant la capacité de pouvoir réaliser plein de choses gratuitement. Et ça c'est fort. C'est un peu, avec Karim, on appelait ça la technique du drug dealer, c'est-à-dire que vraiment, on rend addict la solution, on ne peut plus s'en passer, et du coup, on évolue à travers ça. Et d'ailleurs, on n'évolue pas forcément tout seul, et c'est là où on a le troisième effet qui est l'expansion. Souvent, c'est orchestré, et ça, c'est hyper important de l'orchestrer, de le planifier, de l'écrire. C'est via des leviers type Customer Success, où on va réussir à identifier que le client
un super parcours utilisateur, que tout se passe bien, que son onboarding se passe bien. Donc, il y a des personnes qui prennent soin des clients en disant super, là, je vois que tu utilises vraiment bien la solution. Est-ce que tu sais que si tu veux tester telle brique, ça peut t'apporter encore plus de valeur. D'ailleurs, c'est l'offre juste au-dessus. Donc, ils sont là pour vraiment diffuser, de partager et essayer de convertir dans les offres supplémentaires, mais en apportant toujours plus de valeur. Et ça, la satisfaction client, c'est un élément vraiment clé. Et une fois de plus, ça s'orchestre et c'est leur mission. Donc, après, il peut avoir donc des intégrations d'offres partenaires, donc ce que je disais tout à l'heure en disant vous êtes super satisfait de ma solution. Sachez que moi j'ai un partenaire également qui pourrait vous aider. Et du coup, hop, on vend la solution du partenaire. Nous, on prend, ça nous fait du chiffre en plus. On a créé une notion d'upsell. Et pareil pour le cross-sell. C'est-à-dire que, super, notre solution, elle marche bien dans la verticale métier. Donc, nous, typiquement, dans ma précédente boîte, c'était dans la branche construction. Et un grand groupe a plusieurs branches. À la branche construction, infrastructure, donc tout ce qui est pont, route, rail, énergie et services. Donc, il y avait vraiment plusieurs structures. Et donc, nous, on s'amusait à aller dire, on a eu le vertical construction, on va aller dans le vertical infrastructure. Donc, on va adapter le wording. Notre solution marche pour tous les verticaux métiers. Mais par contre, on a un discours qui est vraiment différent et propre à eux. Et donc, là, on va commencer la notion de cross-sell. Et là, notre compte client, en taux de pénétration, on a réussi à les amener à presque 80% systématiquement au niveau global. Et là, on devient extrêmement fort parce qu'on sait toujours que c'est plus simple de travailler un client lorsqu'il est déjà acquis que de faire de la pure acquisition sans arrêt, où on peut vite s'épuiser. Donc, il vaut mieux travailler un client à fond et le fidéliser sur le temps. Ça nous apportera toujours beaucoup plus d'argent que de faire du pure acquisition qui demande quand même pas mal d'efforts. Et le dernier point, c'est la récurrence. Et donc, la récurrence, c'est quand même c'est un peu le Graal. Et donc là, pareil, on vendait on a vécu les différents pivots, hein, on vendait du service à fond. On s'est dit, c'est super, mais en fait, on peut avoir une meilleure profondeur, je pense, et surtout une meilleure valorisation de l'entreprise. Et donc, on a commencé à vendre 80% de vente, de services, et après 20% de logiciels, jusqu'à arriver au Graal, où on avait 80% de logiciels et 20% de services qui sont les meilleurs ratios du marché pour avoir une valorisation maximale de l'entreprise. Et quand je parle de valorisation, une boîte qui vend du service, elle est plutôt autour de x2, et une boîte de soft qui vend 80% de logiciels est plutôt autour de x6, x7, et encore, en fonction des bulles dans lesquelles on peut être, on est monté jusqu'à x15 du revenu récurrent, donc c'est énorme. Et c'est pour ça qu'il faut se mettre dans la configuration de pouvoir le faire. Et une fois que c'est fait, donc là, pareil, récurrence. Et donc, je diffuse dans le compte ma solution, mon outil. Et il y a un autre levier qu'on peut aller chercher en récurrence également, c'est qu'une fois qu'on est largement étendu dans le compte, on va pouvoir vendre une transformation digitale, donc le niveau encore au-dessus, qui est de je vends de l'usage à je vends une transformation. Donc, je vends des licences où j'ai une croissance forte, à je vends une transformation. Donc, et c'est là où c'est pas un accord cadre, c'est vraiment une vraie transformation. L'accord cadre, souvent, c'est je prends le pool de licences et je fais juste réduire le prix. Et là, on est un peu bloqué parce que du coup, ça n'apporte pas de valeur. Et là, l'idée de dire, j'ai un effet de levier, j'ai un upsell à aller chercher. C'est-à-dire que je vais vendre ma solution, mais je vais vendre, par exemple, de l'analyse de données ou de la performance, la performance à travers les données. Et là, le client se dit, OK, ça a une valeur énorme pour moi. Et c'est ce qui permet de dire, je passe toujours en revenu récurrent, mais avec des niveaux de deal à centaines, voire millions d'euros. Donc, nous, on avait réussi à vendre des deals à 5 millions ARR grâce à ça. Et ça, il ne faut pas sous-estimer ces effets de levier. Donc, en tout cas, passer toujours en mode récurrence. Donc, ça, c'est l'expérience que j'ai personnellement fait chez Funnelcad et quand j'ai pu faire avec Karim chez d'autres entrepreneurs à plus petite échelle.
mais c'était la même mécanique, toujours ces 4 leviers. Ok, merci Geoffroy. Bon, on a vu la première partie qui est autour de la vision et de l'offre, hein. Donc, c'est un des premiers piliers qu'on pouvait vous partager à travers ces 5 stratégies. La deuxième, c'est de pouvoir mettre en place un système d'exécution reproductible. Donc, si on part du constat, souvent, l'erreur qu'on se dit, c'est si je dois croître, je dois recruter plus de gens, je dois investir plus. Il faut que je lâche un peu les vannes derrière, je recrute et ça va le faire tout seul. Souvent, le plan d'ailleurs des entreprises que moi que j'ai pu vivre de l'intérieur en levée de fonds, c'est le plan vendu aux investisseurs, c'est de recruter plein de gens. Ce qui est pas forcément faux, hein, mais c'est pas forcément mécanique. C'est pas parce que je vais recruter quelqu'un maintenant que je vais avoir des revenus tout de suite. Ça va être aussi d'acheter plein d'outils. Donc, il me faut tous les outils du marché à la pointe, etc. Si c'est pas réfléchi non plus, c'est pas forcément la bonne méthode. Donc, en réalité, ce qu'on constate, ce qu'on a besoin, c'est d'un système qui soit reproductible et qui soit prédictible. Donc, c'est ce qu'on va essayer de vous partager sur les prochains slides. Donc, avec un acronyme assez simple à retenir. Donc, les 4 P, donc c'est pas les 4 P marketing, c'est les 4 P sur l'exécution. Donc, le premier qu'on va aborder, c'est la notion de process. Donc, tout ce qui est répétitif doit être documenté et quand c'est possible, automatisé. Aujourd'hui, on a la chance maintenant d'avoir de l'IA dans tous les sens. Donc, n'hésitez pas à regarder à chaque fois là où on peut automatiser des choses. Donc, les exemples terrain, et je vais décliner après des exemples un peu plus précis, mais ça peut être par exemple votre script de closing, vos templates de devis, les process de relance, les process d'onboarding client. Donc, c'est des exemples qui sont répétables. Le deuxième point, c'est l'humain, donc les gens que vous allez recruter. Donc, recruter les bonnes personnes au bon endroit avec une clarté des rôles. Donc, l'exemple terrain que vous pouvez investiguer, c'est la fiche de poste de la personne avec le plan de montée en compétences. Si je le recrute aujourd'hui à tel poste, est-ce que je vais le garder 1 an et si j'aurais investi beaucoup d'argent, il va partir, ou je vais faire un plan de compétences sur lequel, si la personne satisfait et est satisfaite dans l'entreprise, va pouvoir évoluer et se projeter dans l'entreprise. Le troisième P, qui est performance, donc c'est KPIs, je ne vous apprends rien, mais l'idée, c'est de ne pas en démultiplier dans tous les sens, mais mesurer vraiment ce qui compte vraiment. On va définir un vrai KPIs qu'on peut décliner après avec d'autres KPIs que vous allez pouvoir suivre, donc soit de façon hebdomadaire, en trimestriel ou autre. Et surtout, c'est d'avoir une vision héroïste sur chaque KPIs et pouvoir adapter autre chose derrière. Bien sûr, en tant que tout entrepreneur, et encore plus vrai aujourd'hui où les dépenses sont extrêmement contrôlées avec ou sans lever, il va faire attention aux dépenses inutiles, donc il faut renforcer la marge partout où vous pouvez. Donc, on va se focuser sur tous les investissements qui rapportent de l'argent rapidement, en tout cas qui est prévisible, et surtout d'avoir dans sa tête une approche héroïste à chaque fois qu'on investit quelque chose. Donc, si on va décliner ça sur des exemples plus précis, si je prends le côté process, moi, ce que j'aime bien faire, par exemple, si on regarde un peu tout ce qui est vente et marketing, c'est de partir de l'objectif business. Donc, en général, on a un business plan qu'on s'est projeté soit à soi-même, si vous êtes solo-entrepreneur, soit à votre banquier, soit à vos investisseurs. Mais en tout cas, on a forcément défini un objectif de marge et de rentabilité, si vous avez besoin de vous payer à la fin du mois. Donc, l'idée, c'est de partir de cette top line, de regarder comment je vais structurer mon équipe. Donc, si vous êtes nombreux, on va réfléchir en tunnel de vente et vous allez mettre des gens en face chaque tunnel de vente avec des process bien définis. Donc, on a un système en entonnoir assez classique. Donc, il y a peut-être des termes que vous ne connaissez pas, mais je vais essayer de les expliquer, mais c'est assez basique. En gros, on a notre marché. Cette marché est segmenté. On a des nouveaux contacts qu'on ne connaît pas et l'idée, c'est de les attirer pour en faire des prospects chauds, ce qu'on appelle des MQL. Ensuite, on va essayer de les convertir pour en faire des rendez-vous et essayer de les qualifier pour en faire une opportunité commerciale et à la suite de cette opportunité, en faire un client et ensuite un client ambassadeur qui renouvellera notre solution et qui pourra faire de l'expansion. Donc, une fois qu'on a ce tunnel en tête, on va essayer de cartographier les gens qu'on peut avoir autour. Donc, tout dépend effectivement de votre structure. Mais on va se dire, il va me falloir des gens au marketing et leur rôle, ça va être un process très clair, c'est de générer des leads. De faire de la communication, bien évidemment, mais de générer des leads. Si je regarde le SDR, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va récupérer des leads, il va les qualifier. Si je regarde les sales, les commerciaux, donc eux, leur mission, c'est de récupérer des leads qualifiés et de les convertir en opportunités gagnées. Dans le schéma que vous avez ici l'avant-vente. En fonction de votre structure, vous pouvez avoir besoin d'avant-vente si vous vendez par exemple des outils un peu plus complexes qui vont vous aider dans le cycle de vente à amener de la valeur sur votre process de vente et sur votre produit ou votre solution. Et la dernière partie, c'est le côté rétention, donc les CSM ou tout ce qui est satisfaction client.
Eux, leur mission, ça va être de s'assurer que le client est satisfait, qu'il va renouveler la solution ou qu'il va racheter votre produit, et surtout d'essayer de détecter des ventes additionnelles derrière. Donc ça, la solution, c'est de structurer donc tous ces process, de les écrire. Donc c'est toujours bien de prendre le recul de toute façon pour vous les écrire. Hein. Aujourd'hui, on est reparti sur une petite structure, on a tout réécrit. Donc, quel est aujourd'hui notre process à notre échelle et quels sont les process? Et souvent, la Bible qui fonctionne bien et qui va être votre guide, c'est le playbook commercial que vous allez pouvoir faire évoluer au fil de temps à chaque fois. Donc en plus, dès que vous allez être structuré et que vous allez pouvoir recruter des gens, vous pourrez leur donner ce playbook et il aura tout dedans pour faire son onboarding. Voilà sur la partie process. Si on passe sur la partie process plus focus, j'ai pris l'exemple du début du tunnel qui est la génération d'opportunités, de leads, de prospects. C'est pareil, on va définir quelles sont les étapes. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire les étapes que j'ai mis ici, mais en gros, c'est pas juste j'ai combien de leads. Non, c'est combien il me faut de contacts pour générer X opportunités. Et donc, entre-temps, c'est combien j'ai besoin de prospects chauds, de prospects un peu plus chauds, donc tièdes, de prospects que j'ai qualifiés et d'opportunités qui sont générées dans mon pipeline commercial. À chaque étape, soit ils sont rejetés parce qu'ils sont hors cible, hein. On peut attirer des gens qui sont un peu hors cible, soit c'est des gens qui ne sont pas mûrs tout de suite, donc on va les mettre en système de maturité, donc on appelle du nurturing, et là il existe plein d'outils qu'on peut utiliser pour automatiser un petit peu ça. Et l'avantage d'avoir découpé ces différentes métriques, c'est que je vais pouvoir mesurer combien il me faut à l'entrée du tunnel et à la sortie du tunnel pour arriver à mes objectifs, ce qui vous permettra d'être prédictible et de fixer des indicateurs à chaque étape et de contrôler ce qui se passe derrière. Donc ça, c'est un exemple sur la partie prospection, mais il va falloir faire la même chose sur la partie vente, la même chose sur la partie suivi client, etc., etc. On peut le décliner la même chose sur d'autres départements d'entreprise, que ce soit les R&D ou autres. Si on passe sur le côté humain, donc recrutement, donc on l'a déjà dit, mais c'est que chaque rôle doit être clair avec une fiche de poste claire et précise. Et chaque personne doit avoir une trajectoire d'évolution possible dans l'organisation. Je prends l'exemple concret. Si je prends le début du tunnel et j'ai besoin de quelqu'un pour qualifier des prospects, on va appeler ça un SDR ou un chargé commercial qui va faire de la prospection. Par exemple, on peut se dire, je vais prendre un alternant qui va commencer dans mon entreprise pour se former. Si à l'issue, il est bon, pourquoi je ne le passerai pas en CDI dans mon entreprise, puis ensuite senior, puis ensuite il va vouloir me dire, tiens, j'ai envie de faire de la vente, donc il va pouvoir se projeter sur une fonction de vente. Ensuite, il va pouvoir être une side sale, donc pour toucher un peu ce côté vente. Ensuite, il va pouvoir passer ingénieur commercial, compte exécutif ou autre. Puis, il peut y avoir une autre trajectoire, c'est-à-dire que le SDR, il dit en fait, j'aime bien le marketing, moi j'ai envie de rester dans le marketing. Et si le pôle marketing grandit, il va pouvoir faire des contenus marketing, des campagnes de marketing, il va pouvoir éventuellement être manager en SDR, etc., etc. Donc l'idée, c'est vraiment de projeter les gens, parce que si vous investissez sur quelqu'un, l'idée, c'est que ils sont bien dans l'entreprise et que l'investissement soit le plus durable possible. L'autre chose qu'il faut avoir en tête, c'est que souvent, on passe du temps sur l'onboarding. Quelquefois, il y a des entreprises qu'on voit qui ne passent pas trop de temps sur l'onboarding. Je le conseille de le faire, de le structurer avec des process. Donc, vous pouvez du coup prendre les process que vous avez rédigés dans l'étape d'avant, notamment avec le playbook, et vous allez passer du temps en formation. Donc ça, souvent on a le réflexe de le faire, mais passer du temps aussi sur l'onboarding. Parce que quelquefois, on peut s'apercevoir que c'est pas la bonne personne, ou les valeurs d'entreprise ne lui conviennent pas, ou pour d'autres raisons, il va déménager, partir ailleurs. En tout cas, il faut faire en sorte que l'offboarding, donc les gens qui veulent partir, ça se passe dans de très bonnes conditions. Parce que ce qui est en jeu sur le marché, c'est votre image. Donc ça, c'est très important de passer du temps dessus. Si je passe sur le performance, donc là, on va arriver plutôt sur la notion de KPIs, donc avec la même logique. Quand on a vu qu'on pouvait décliner les différentes étapes entre marketing, lead generation, donc la génération de prospects, et puis le cycle de vente, je vais partir de ma top line, donc mon business plan. Donc là, j'ai pris un exemple très simple pour qu'on puisse le lire. C'est, je sais pas, sur l'année 2025, par exemple, j'ai 2 millions d'euros à faire, et comme on est en juillet, j'ai peut-être fait déjà 1 million d'euros. Donc il me reste 1 million d'euros. On imagine qu'on a 2 cibles, on peut répéter ça en fonction des cibles que vous avez. Donc, ça peut être aussi, par exemple, grande entreprise, et puis ETI, et puis PME, par exemple. Donc, on va dire qu'on fait 60% sur les grandes entreprises et 40% sur les entreprises plus petites. Et à chaque fois, je vais décliner combien j'ai besoin d'opportunités pour faire 600 000 euros et 400 000 euros sur ces deux cibles, et combien j'ai besoin d'opportunités signées
avec un panier moyen que je vais estimer ici à 8 500 et 5 000 euros. Et puis, je vais décliner combien il me faut d'opportunités, combien il me faut de prospects qualifiés avec un rendez-vous, combien il me faut de prospects chauds et combien il me faut de contacts à l'entrée. Vous verrez que sur la droite, j'ai les ratios de conversion. L'idée, c'est qu'on n'a pas la science infuse, c'est de mécaniser un maximum ce schéma et de pouvoir l'ajuster. Donc, vous allez récolter après de la data, puisque vous allez placer des KPIs un peu partout et vous dire, en fait, mon taux de transfo, c'est peut-être pas 3,5, c'est peut-être 4 ou c'est peut-être 2. Si c'est 2, c'est une bonne nouvelle. Si c'est 4, il va falloir augmenter le nombre de campagnes marketing de personnes que vous allez vouloir avoir dans votre cible. Bon, ça, je vais essayer de faire un exemple assez simple, mais je vous invite fortement à essayer de découper et d'être prédictible le maximum possible sur ces KPIs. Si on prend le dernier, qui est piloter la performance, là, il y a 2 notions que vous pouvez utiliser, c'est les OKR, donc c'est les grands majors du software l'ont fait depuis longtemps. Donc le OKR, ça veut dire quoi? Ça veut dire objectif, business, result. Donc l'idée, c'est de se dire, si je dois faire tant d'acquisition de nouveaux contacts, et comment ça se décline? Donc, je dois faire, par exemple, 5000, et je dois faire X campagnes, je dois faire X webinars, je dois faire X salons. Enfin, en fonction de vos marchés, vous allez décliner les métriques que vous voulez avoir. Après, il peut y avoir plusieurs notions, donc simplement chiffrer, mais ça peut être aussi des notions de transformation. Donc, je sais pas, si vous grossissez, que vous avez besoin de vous structurer, ça peut être un challenge sur implémenter un CRM ou un ERP, par exemple, à la taille de votre entreprise. Donc, on va veiller qu'il y ait des indicateurs de suivi pour que le sujet soit exécuté avec succès. Une fois qu'on a placé les OKR, l'autre façon de le piloter, c'est de regarder, prendre le recul nécessaire, peut-être un trimestre. Alors, moi, j'aime bien les trimestres parce que c'est à la fois long et à la fois court pour réactiver les choses. Mais si vous êtes sur des business plus courts, vous pouvez le faire au mois. Donc, l'idée, c'est de se poser un instant, de se dire, voilà, j'ai fixé tel objectif avec telle métrique et je vais relever les compteurs. Donc, c'est pas juste relever les compteurs, c'est aussi analyser pourquoi ça a marché et pourquoi ça n'a pas marché. Souvent, on a tendance à analyser ce qui ne marche pas, donc c'est très bien, mais vous pouvez aussi analyser ce qui fonctionne pour le répéter encore plus fort. Donc, je vous ai mis sur la partie droite des petites thématiques que vous pouvez adresser lors de ces QBR. Et puis, bien sûr, vous allez relever la performance commerciale et puis prendre le ressenti aussi des différentes personnes de votre équipe pour savoir pourquoi ça a fonctionné, pourquoi c'était compliqué, etc. Et ensuite, on se projette sur le trimestre d'après, avec les nouveaux objectifs qu'on aura adaptés en fonction des objectifs qu'on s'est fixés. Alors, on ne change pas sa top line, parce que l'idée, c'est quand même d'avoir un cap, mais par contre, c'est peut-être pas le même chemin. Peut-être qu'on avait prévu un trimestre estival qui était fort, et en fait, on s'aperçoit qu'il est moins fort que prévu. On s'aperçoit que souvent, la fin d'année est très prometteur, et que peut-être que dans votre secteur, c'est pas la fin d'année qui est prometteur, mais c'est peut-être l'été. Voilà. C'est des choses comme ça que vous allez pouvoir adapter et mettre le poids du corps sur les éléments qui sont les plus importants. Et enfin, sur l'autre partie, on est sur la partie profit. Donc là, je vous apprends rien en tant que tout entrepreneur. Quand on encaisse 1 euro, il faut savoir combien il me reste pour réinvestir derrière combien d'euros. Et donc ça, quelques leviers et réflexes à avoir. Donc déjà, stop à toutes les dépenses qui sont non rentables. Souvent, encore plus vrai quand on grossit, quand on fait de la croissance, on a des doublons d'abonnements, des abonnements inutiles qui ne sont pas utilisés, des dépenses post-levée qui sont juste aberrantes. Souvent, le post-expense, note de frais explose. Vous avez aussi quelquefois tendance, quand on démarre, à se dire, je ne peux pas me permettre de dire non à un client. À un moment donné, quand vous êtes en croissance, c'est de se dire, est-ce que je garde ces 10 clients toxiques qui me font perdre du temps, qui me font perdre de la marge à mes suivis clients, ou est-ce que je vais me concentrer sur mon top 80% des clients qui sont rentables? Donc ça, c'est dur, quelquefois dur à prendre comme décision, mais ça peut être une très bonne décision de la faire en termes de rentabilité. L'autre chose, si on en a parlé, c'est le coût d'acquisition client qu'on appelle le CAC. Voler à l'aveugle coûte cher, parce que si vous apercevez que votre taux d'acquisition client est énorme et qu'en plus derrière vous avez une meilleure percée, c'est-à-dire que tout ce que vous rentrez, vous les perdez aussitôt, il y a quelque chose à régler. Donc vous avez 2 notions, régler les personnes qui sont rentrées et vous assurer de les garder, et essayer de baisser le taux d'acquisition qui est derrière pour acquérir vos clients. Et puis bien sûr, en tant qu'entrepreneur ou même vendeur, on a tendance quelquefois, pour pouvoir prendre des affaires, à baisser son prix et offrir des choses. Même si la logique de tous les méthodes manuelles de vente disent de ne pas le faire, ça arrive de le faire, parce que c'est la réalité du terrain. Moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de le valoriser. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez donner à un client un cadeau, il va se dire que c'est acquis pour toute la vie.
En fait, non. Vous allez lui dire que c'est exceptionnel et que vous allez mettre un montant en face. Ce qui fait que s'il vous redemande le même service le mois d'après ou sur la prochaine facture, vous allez lui dire, bah non, je l'ai fait une fois, mais regarde le prix que ça coûte. Il y a de l'argent derrière. Après, bon, je vous apprends rien non plus. Ça peut être des échanges de bons procédés, un témoignage. Voilà, il peut y avoir plein de choses comme ça que vous pouvez monétiser et en tout cas valoriser. Et puis, l'autre astuce, c'est de revoir ses dépenses régulièrement. Donc, nous, ce qu'on faisait, par exemple, c'est dès qu'on signait un logiciel avec du tacite reconduction, parce que c'est effectivement super d'avoir du tacite. Je crois que vous avez expliqué que c'était le Graal, mais ça peut être aussi un frein pour contrôler ses dépenses. Donc, tout ce qu'on faisait, c'est que dès qu'on signait un contrat, on le résiliait tout de suite derrière. Comme ça, vous avez le temps de regarder, vous ne l'oubliez pas, et vous avez le temps de regarder s'il y a un ROI dessus, s'il est utilisé, et après vous pouvez le renouveler ou pas. Bon, si vous ne voulez pas être aussi drastique, il suffit juste d'avoir un bon tableau Excel avec des dates de coupure 2 mois avant, 6 mois avant, et bien vous les mettre dès que vous signez en disant bah, j'oublie pas la période de résiliation pour ne pas repartir sur un an, sur un outil qui, un, me coûte cher, de deux, qui n'est pas utilisé. Voilà sur la partie profit. Donc en gros, ce qu'on peut retenir, c'est que, tu voulais peut-être faire la conclusion, Geoffroy. Ouais, bah c'est pas une question de volonté parce que vous avez toujours la meilleure volonté à générer du business. C'est vraiment une question de méthode. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est donc sur la partie acquisition revenu scalable ou la partie des 4P. En fait, c'est vraiment comme des matrices à avoir tout le temps en permanence. Et il faut toujours chercher à checker ces quatre niveaux-là systématiquement. Ça évite de se disperser clairement. Et de maîtriser, de reprendre le contrôle de sa boîte. Et ça, enfin vraiment, je peux vous dire, on l'a expérimenté, on s'est planté 40 fois avant de pouvoir construire en gros, ces leviers de croissance. Et ça a clairement changé. Ça a clairement changé. On peut se dire, bah, en fait, c'est juste de l'organisation. Bah ouais, mais dans la réalité du terrain, on est tête dans le guidon, on bosse comme des dingues. Mais en réalité, dès qu'on pose des choses, on les structure et on les structure avec des outils d'expérience, et ben bizarrement ça fonctionne vachement mieux. Et il y a un élément que Karim avait dit aussi sur le côté indicateur QBR, OKR etc. En fait, c'est un outil ultra puissant et c'est presque, je pense, un des seuls outils en tout cas qui permet de travailler de manière collective. Et ça, c'est hyper important parce que souvent, dans la boîte, qu'elle soit toute petite ou grosse, on a toujours tendance à y aller tête baissée dans son business, mais rarement, des fois, on a des problèmes de silos, même dans les petites structures, avec des services sales, marketing et autres. Et les OKR, le fait de fixer des objectifs communs, c'est ultra vertueux parce qu'on a enfin des équipes qui bossent ensemble sur des sujets communs et on atteint des objectifs globaux comme ça. Et ça, c'est ce qui a tout changé, en tout cas dans les structures, surtout quand on commence à être en croissance puis en hypercroissance, parce que les silos sont naturels, mais dès le début. Et ça, il faut anticiper ces signes-là. Et donc, même dans une petite structure, vraiment, il faut prendre cette notion-là de rythmer le collectif. Et nous, on en faisait des vraies réunions, et on en fait encore même à deux avec Karim. On se fait des vraies réunions pour dire OK, qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, comment on va faire mieux le trimestre d'après, etc., etc. Donc, il n'y a pas la seule règle, c'est de se dire appliquons ces matrices et c'est comme ça que ça va fonctionner. Donc voilà, et souvent, pourquoi on n'y arrive pas seul? Parce qu'en entrepreneur, c'est prendre des décisions souvent seul, ou même quand on est plusieurs fondateurs, on est toujours un peu tout seul à prendre la décision dans sa tête, et on a trop de distractions. C'est-à-dire que il faut répondre à tel client, il faut générer autant de business, etc., etc. Donc on a toujours autant pas d'excuses, mais en tout cas autant de sujets qui nous dispersent. Alors que en vrai, un business qui fonctionne, c'est vraiment une exécution parfaite. Il n'y a pas trop de place à du freestyle. Le freestyle, ça marche bien au tout début de la boîte, mais après, c'est vraiment une notion d'exécution. Et une fois de plus, on peut le faire à une toute petite échelle. L'exécution, c'est une des clés stratégiques. Et les feedbacks, et voilà. Les feedbacks, c'est hyper important aussi de pouvoir se dire, OK, il faut que j'ai l'humilité de me dire,
il faut que j'aille demander du feedback externe à mes clients, à des mentors, à d'autres personnes, mais faites-moi des feedbacks parce que on a besoin d'éclairage quand on est entrepreneur, on a besoin de voir le chemin où on va. Parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va stagner et à un moment donné, une fois qu'on s'en aperçoit, on se dit waouh, ça dure trop longtemps, il faut que je trouve une solution. Donc, essayer de prendre des mécaniques et du process, et c'est ce qui va débloquer clairement le business. Nous, on a eu des moments de stagnation, mais ils ont été très courts parce qu'on les re-challenge en permanence dans une méthodologie. Et pour ça, donc nous, c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec Karim. On accompagne les entrepreneurs à essayer de trouver, à essayer de débloquer de manière chirurgicale les leviers de croissance que vous pourriez avoir, donc, quelle que soit l'étape de maturité d'entreprise. Donc, on a commencé avec presque des solo-entrepreneurs et on a commencé à dimensionner des différents types d'équipes parce qu'on a vécu tous les types de croissance jusqu'à un exit de précédente boîte Funnel 4 qui était au Next 40. Donc, on a vécu ces phases-là et on a des réponses, en tout cas, à chacune de ces étapes, avec de l'accompagnement plus ou moins dimensionné en fonction de vos besoins. Et d'ailleurs, il y en a certains qui sont là aussi, mais pour le moment, et d'ailleurs, vous pourrez aussi témoigner également, mais l'idée de se dire, OK, j'ai des sujets, je stagne, je sens que là, il faut que je débloque quelque chose. Il faut que j'ai l'humilité de justement de se dire, allez, stop, on prend du recul et je prends des personnes qui peuvent m'aider, qui ont vécu des choses. Et pour le coup, là, on les a vraiment vécues pour de vrai. C'est pas de la théorie, c'est pas autre chose. Et nous, avec Karim, on est plutôt en mode un peu commando, c'est-à-dire qu'il y a une manière un peu tactique et très spécialisée. On n'est pas là à faire des centaines de formations où vous allez écouter que 10% de la formation, un peu comme les logiciels qu'on utilise presque pas. Non, nous, c'est on identifie les problèmes parce que des fois, vous les avez pas complètement identifiés. Vous savez qu'il y en a, mais vous savez pas exactement lesquels. Donc, on passe du temps, on les identifie, on les traite, et à la fin de la journée, on essaie de débloquer ces sujets. Et en règle générale, ça apporte plutôt bien ses fruits, et parce que cette prise de hauteur, elle est complètement indispensable, quoi. Et donc voilà, ce webinaire est terminé. Donc place aux questions. Je vais remettre l'écran pour qu'on se voit tous. Si vous avez des questions, si vous voulez des précisions sur certains sujets, on est à votre disposition avec grand plaisir. S'il n'y a pas de questions, de toute façon, on reste joignable en one-one sur LinkedIn, vous avez nos profils. Il y a un sujet aussi, un petit point. C'est vrai que on en discute souvent avec Karim, mais quand on est entrepreneur, on se dit souvent, il faut que je partage mes difficultés. Et en vrai, c'est pas évident parce qu'on se dit, on se donne l'impression que ça va bien, on se bat. Et d'ailleurs, on l'a vécu. Je veux dire, c'est pas la vie est pas si simple que ça. Et n'empêche que la force, je trouve, des entrepreneurs, c'est qu'il y a un esprit communautaire où on est là, mine de rien, à s'entraider. Et donc, partager des difficultés, en fait, en vrai, il faut le faire parce que c'est une des seules manières d'avancer. Et c'est ce qu'il faut aller chercher. En tout cas, il faut avoir ce recul nécessaire pour dire, OK, là, je bloque. Si je débloque pas, je vais pas pouvoir payer mes collaborateurs. Et pire, je vais pas pouvoir me payer. Et du coup, je vais être asphyxié par mon simple cash, quoi. Et du coup, là, la situation après est encore plus compliquée, quoi. Ok, s'il n'y a pas de questions, on va vous envoyer le replay pour ceux qui veulent. Et puis l'e-book. Ouais. Et s'il y a des questions, les écoute. Non, mais en tout cas, merci beaucoup pour cette session. Merci. Moi, je retrouve beaucoup de choses qui me rassurent de ce que je suis en train de faire. Donc voilà, c'est bien de réentendre souvent ce genre de discours. On a beau l'avoir en tête, mais c'est bien de le réentendre. Ouais, t'as raison, il faut souvent se répéter bien les choses pour que ça rentre. Faut se répéter. En tout cas, juste depuis le travail qu'on a fait ensemble, c'est moi, je fonce sur certaines parties où je me posais des questions en fait. Je suis confiant, mais je pense avoir fait plutôt les choses correctement, mais pas sûr. Et puis grâce à vous, là, on accélère sur 10 000 points où je me posais des questions, puis je m'en pose plus, quoi. Top.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ok, bah, de toute façon, on a respecté le temps à 5 minutes près qu'on avait promis. Bah, écoutez, je pense qu'on fera une session à la rentrée avec un autre sujet. On va sûrement vous sonder pour savoir quels autres sujets pourraient vous intéresser. Et puis, bah, je vous souhaite un bel été à tous. Ça arrive. Ouais. Bon. C'est le moment de déconnecter pour Exactement. repartir bien plus frais. Bah, merci pour votre temps. Merci Parfait, beaucoup. merci à vous. Parfait. Merci. Au revoir. Ciao, ciao. Au revoir.